Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 1245 sur BB24. Immersion dans le quotidien des électriciens bâtiments, c'est un métier qui exige habileté et précision. L'électricien bâtiment installe et dépanne les réseaux et équipements électriques. Qu'est-ce que l'ergonomie? Eh bien, c'est une science qui permet de booster les performances des ressources humaines d'une entreprise. Tout sur ce métier dans ce journal. Les acteurs de la santé sensibilisent sur les moyens de prévention et de prise en charge de la drépanocytose, une maladie génétique qui sévit pour la plupart en Afrique. Vivre avec ce mal est aujourd'hui possible. Il est chargé de l'équipement électrique des constructions. Il peut aussi être appelé à participer à des installations plus complexes comme celle d'une climatisation ou d'un ascenseur. Vous vous en doutez bien, c'est l'électricien bâtiment. C'est un ouvrier du bâtiment qui intervient dans l'installation des réseaux et équipements électriques. Mais comment travaille-t-il? Une équipe de la rédaction est allée à la rencontre de quelques électriciens exerçant au Bénin. Il démarre la construction du bâtiment presque au même moment que tous les autres corps de métier, mais son travail se poursuit même après la remise des clés aux propriétaires des lieux. Depuis la mise en terre, l'électricien opère pour protéger les personnes, mais aussi les équipements contre les chocs électriques et la foudre. De commun accord avec les autres professionnels du secteur, il installe les canalisations, les câbles et met en place les différents appareillages. Le plan est la boussole qui oriente l'électricien pour l'emplacement des installations. Si le technicien met que le climatiseur doit rester là, et toi tu vois un signe sur le plan, tu ne sais pas que c'est climatiseur, il est en train de signaler, tu ne peux pas le faire. Donc tu peux ne pas beaucoup étudier, mais tu dois, si tu es dans un domaine, tu dois savoir les b.a.-ba. Il faut étudier le plan. En tant qu'électricien, il y a le technicien qui est chargé de faire le plan. Il remet à chaque corps le plan qui lui convient et c'est à lui de faire un travail là-dessus. Pour qu'on puisse avoir un résultat commun à la fin. L'électricien bâtiment travaille au quotidien dans le respect des normes et de la sécurité. Rien ne se fait au hasard dans ce métier et le choix des couleurs correspond à un code. Si c'est le climatiseur, tu sais que c'est tel fil et on prévoit tout avant que les équipements ne viennent. Et aussi, on a le code des couleurs. Si moi je finis de travailler ici, un autre électricien vient ici, il doit faire quelques minutes pour se retrouver. Parce qu'on a notre langage, s'il voit telle couleur, il doit savoir que ceci, ça représente telle chose. Il y a la section de fil, il y a le code des couleurs au niveau des fils. Romain exerce ce métier depuis l'âge de 11 ans. 26 ans après, sa passion est la même. Une passion suscitée par son géniteur, maître maçon, qui lui a transmis les rudiments dès son jeune âge. Bien que n'ayant pas fait de grandes études dans le domaine, il jouit pleinement de cette profession. Lorsque j'étais petit, en classe de C2, quand je vois il y a un peu de l'ombre et quelque part, si je prends 2 piles et je branche avec une ampoule, ça s'allume. C'est de là que je me suis impressionné de faire l'électricité. Comment j'ai commencé et jusqu'aujourd'hui, je sais comment je suis. C'est avec ça que je nourris mes petites familles. Le métier d'électricien bâtiment n'est pas sans risque pour ceux qui l'exercent. Parfois, de mauvaises expériences occasionnant des dommages matériels font partie de leur quotidien. Mais pour ces passionnés, il faut aimer le métier, être précis et méthodique dans le travail pour contourner les risques. D'un métier à un autre, l'ergonomie est un métier rare sous nos cieux. Le mot n'est pas du vocabulaire de la santé. L'ergonomie est une science qui permet de booster la performance des ressources humaines d'une entreprise sollicitée sous l'expertise d'un ergonome, accroît les gains de productivité, de motivation et de bon rendement des collaborateurs. Carole Akogbekan est ergonome. Elle nous en parle dans cette interview. L'ergonomie est une science qui est jeune et qu'il faut intégrer dès la conception des entreprises.
c'est-à-dire que ce soit du bâtiment ou même de l'organisation du travail. C'est une démarche qu'il faut intégrer bien en amont pour pouvoir profiter de tout ce qu'elle va apporter en termes surtout de bien-être pour les travailleurs et de performance pour l'entreprise, performance durable, je rappelle. Parce que vous voyez souvent, on a des entreprises qui, elles se créent. À un moment donné, elles connaissent un niveau de performance et après, elles chutent. Soit elles chutent ou alors elles disparaissent. La démarche ergonomique aujourd'hui, elle permet un développement économique durable pour l'entreprise surtout. Je peux dire que je suis quand même la seule femme ergonome au Bénin. Donc c'est sûr que des ergonomes, vous n'allez pas en voir dans toutes les entreprises. Là actuellement, moi j'interviens en tant que consultante pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à la demande d'un décideur d'une entreprise, ça peut être le DRH, le DAF, le médecin du travail, le DG, pourquoi pas. Moi, j'interviens à sa demande. Et aussi, n'oublions pas les représentants du personnel, le comité hygiène et sécurité, par exemple, pour une analyse des conditions de travail ou pour une problématique de baisse de performance ou pour de la baisse de la qualité du service rendu dans les entreprises qui sont dans le service, ou encore pour une entreprise qui se rend compte qu'elle dépense beaucoup en termes de maladies professionnelles. Donc, dans ce cas-là, ces entreprises-là peuvent faire appel à un ergonome. En fait, il faut dire que toutes les entreprises peuvent solliciter les services d'un ergonome dans la mesure où partout où des hommes et des femmes travaillent, l'ergonome a sa place. C'est une pathologie chronique négligée dont l'importance au regard de la santé dans le monde ne cesse de croître. La drépanocytose est une affection invalidante qui dure toute la vie. Depuis 2009, les acteurs de la santé sensibilisent sur la maladie, les moyens de prévention et de prise en charge. Peut-on vivre aujourd'hui avec la drépanocytose? Quelles sont les actions nécessaires pour améliorer la vie de ceux qui vivent avec cette maladie? Réponse à ces interrogations dans ce reportage de Rodrigue Bababito. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytaire. 2 ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand les crises viennent, on a mal partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt, dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose si cette maladie existe chez les enfants, pour que ces enfants fassent l'objet de suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire, qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiothérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc.
Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la transgénétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les deux conjoints ont une électrophorèse de type AS ou AC. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la Nation en bref, réalisé par Amandine Aliamboussou. Le gouvernement a décidé de soulager les pensionnaires du Fonds national des retraites du Bénin. Le Conseil des ministres a statué sur des options qui visent à mettre fin aux difficultés auxquelles ils font face dans la jouissance de leurs droits. Avec ce nouveau mécanisme, l'agent de l'État de la première échéance qui suit son admission à la retraite peut bénéficier de sa pension sans que la production d'un dossier soit exigée. La première étape de la procédure simplifiée vise la liquidation automatique et le paiement d'une pension à l'agent admis à la retraite sur la base des données fournies par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Pour ce qui est de la seconde phase, elle sera consacrée à la révision de la pension liquidée automatiquement et mise en paiement en vue de corrections éventuelles dans un délai de 3 mois. Préparation au commerce électronique, les Nations Unies saluent les investissements du Bénin. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a organisé un dialogue de haut niveau sur la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation de l'état de préparation du Bénin au commerce électronique. Au cours de ce webinaire, les efforts du gouvernement et les investissements importants dans les infrastructures ont été reconnus par les participants. Selon Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, les Béninois font beaucoup recours au commerce électronique par ces temps de Covid-19. L'ambition du gouvernement est de transformer le Bénin en une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale d'ici 2021. La réforme de facture normalisée est maintenant étendue aux professions libérales et à ceux assujettis à la taxe synthétique professionnelle. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, l'a notifié au public dans une note en date du 15 septembre 2020. Désormais, toute transaction entre un prestataire et un client doit être sanctionnée par une facture normalisée, quel que soit le type d'imposition. Que ce soit les personnes physiques, celles morales, les professionnels libéraux, tous sont maintenant concernés par la mesure de délivrance des factures normalisées. Pour la DGI, c'est un impératif et chaque client qui engage une transaction en règlement d'un service doit pouvoir réclamer la dite facture. Les startups africaines se font remarquer dans la lutte contre le coronavirus. Plateforme de médecine à distance, livraison de matériel par drone, traçabilité des médicaments en pharmacie, des exemples innovants qui font bondir les investissements technologiques de la santé en Afrique. Les investissements ont grimpé en l'espace de 2 ans et avoisinent 125 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2019. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. Ce jeune couple a eu un cas de conscience lorsque leur fils est tombé malade. Pas question de l'emmener dans une clinique d'Abuja, la capitale nigériane, par peur d'être contaminé par le Covid-19. Au téléphone, la médecin lui propose à la place une consultation à distance. Elle pose un diagnostic, une légère diarrhée à soigner. I made a call through and they gave me this alternative. Oh, you can actually consult with a doctor via telemedicine. I said, why not? So I tried it and since then I've never looked back. La pandémie de Covid-19 a précipité l'émergence de nouveaux acteurs connectés dans le système de soins nigérian. Cette société spécialisée dans la numérisation de dossiers médicaux a avancé son lancement de plusieurs mois pour répondre à une demande exponentielle. People have seen, especially in our communities and Nigeria, the inadequacies of our healthcare system. And the only way that we can actually be able to sort of overcome or even contain the virus is actually having health tech solutions that will help you manage your COVID response. Pour développer son activité, Helium Health a reçu un investissement à hauteur de $10 millions en provenance de Chine notamment.
À l'échelle du continent africain, 100 millions de dollars ont été injectés dans des entreprises de technologie de la santé sur le premier semestre 2020. Parmi elles, cette start-up qui trace et fournit à moindre coût des médicaments pour les pharmacies en mal d'approvisionnement. Cet apport financier a aussi permis à cette entreprise californienne qui s'est implantée au Rwanda en 2016 de s'étendre, au Ghana notamment. Ces drones sont spécialisés dans le transport de matériel médical dans les régions difficiles d'accès. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à bientôt.